Depuis toujours, le football, par sa popularité et son importance, est perméable à des logiques politiques et géopolitiques qui dépassent largement le cadre du terrain, et la plus grande de ces compétitions, la Coupe du Monde, n'échappe d'ailleurs pas à la règle, bien au contraire. En 1978, l'Argentine, en proie depuis 2 ans aux violences de la dictature instaurée par Videla, accueille les plus grandes stars du football mondial pour ce qui sera l'une des Coupes du Monde les plus controversées de l'histoire, entre boycott, matchs arrangés, prisonniers assassinés et pression étatique. On va voir ça dans cette vidéo, c'est parti générique. L'histoire commence le 24 mars 1976 à Buenos Aires. Très instable politiquement depuis plusieurs années, l'Argentine, dirigée par la péroniste Isabel Perón, est alors en pleine crise économique et sociale. Si bien que le 24 mars, une junte militaire anticommuniste secrètement soutenue par les États-Unis et menée par le général Jorge Rafael Videla prend le pouvoir grâce à un coup d'État et renverse ainsi la présidence. Une sévère dictature militaire est alors instaurée, tandis qu'en parallèle, le nouveau régime argentin met en place une guerre sale où des purges ont lieu dans tous les milieux. Les journalistes, les prêtres, les syndicalistes ou encore les militants opposants sont poursuivis sans relâche dans tout le pays, subissent des rafles et des enlèvements et disparaissent tout simplement, si bien que les victimes de cette répression sont aujourd'hui appelées les disparus. Or c'est dans ce contexte très violent que se profile en 1978 la Coupe du Monde de football, le plus grand événement sportif au monde. Attribuée en 1966 par la FIFA alors que l'Argentine connaissait un contexte national un peu plus apaisé, cette attribution fait largement débat après l'instauration de la dictature Videla, d'autant que l'école supérieure de mécanique de la marine, utilisée par le régime pour torturer et pour tuer ses opposants, n'est située qu'à quelques mètres seulement du stade monumental où la finale du mondial se jouera. Ainsi, dans les mois précédant la compétition, de nombreux appels au boycott sont faits tout autour du globe pour convaincre les joueurs et les sélections nationales notamment de ne pas se rendre en Argentine. En France, Amnesty International lance même une campagne choc avec ce slogan glaçant « Lorsque vous applaudirez le 11 de France, les acclamations couvriront les bruits des personnes que l'on torture ». Le sélectionneur français de l'époque, Michel Hidalgo, est d'ailleurs victime la veille du rassemblement pour le mondial d'une tentative de kidnapping de la part d'opposants à la tenue de cette Coupe du Monde en Argentine. La tentative échoue finalement, mais elle montre à quel point des pressions sont effectuées pour que le mondial n'ait pas lieu. Mais de son côté, la FIFA, malgré l'envoi sur place de son émissaire João Havelange, décide de maintenir coûte que coûte l'organisation du Mondial 78 en Argentine, une décision critiquée et controversée, mais qui se justifierait par la libération parallèle de Paulo Antonio Paranaga, fils d'un diplomate brésilien arrêté par le régime militaire argentin, une libération qui aurait convaincu la FIFA de ne rien changer. Au-delà des enjeux politiques, les enjeux financiers de l'organisation de ce mondial sont tout simplement énormes et Coca-Cola n'hésite pas longtemps avant de verser 8 millions de dollars pour devenir le sponsor officiel de la compétition, et ce, peu importe où elle est organisée. Ainsi, vous l'aurez compris, la Coupe du Monde 1978, déjà bien avant son ouverture, constitue un enjeu politique énorme. D'autant que de son côté, le dirigeant argentin Videla entend lui aussi bien profiter de l'événement et de l'audience mondiale qu'il offre pour redorer l'image du pays et de son régime aux yeux du monde, en affichant une Argentine en fête et surtout en affichant une Argentine victorieuse. Car pour lui, un seul scénario est possible, celui où l'Argentine remporte la compétition, et ce, coûte que coûte. Et même si l'Albiceleste possède alors l'une des meilleures équipes du monde sur le papier, avec Bertoni, Gallego ou encore Mario Kempes, la tâche ne s'annonce vraiment pas simple, tant les sélections brésiliennes, allemandes, italiennes ou encore néerlandaises apparaissent solides. Mais en 1978, la Coupe du Monde prend une tournure particulière avec la disparition des quarts et des demi-finales qui sont remplacées par une deuxième phase de groupe dont les premiers joueront directement la finale,
ce qui pour certains aurait avantagé le pays hôte, notamment en raison des horaires des matchs, qui permettent à l'Argentine de jouer après ses concurrents directs, et donc de connaître avant chaque match le résultat de ses autres adversaires de poule, ce qui permet à l'équipe d'entamer ses rencontres en connaissant déjà le résultat de ses autres adversaires de poule. Opposée à la Hongrie, à la France et à l'Italie, la sélection argentine réalise un premier tour assez convenable et termine deuxième de sa poule derrière la Nacional, contre qui les Argentins s'inclinent 1-0. Qualifiée pour le second tour, l'Albiceleste s'impose pour son premier match 2-0 face à la sélection polonaise, tandis que dans le même temps, le Brésil, principal concurrent de l'Argentine dans la course à la finale, étrille 3-0 le Pérou. Tenus en échec par les Brésiliens à 0-0 lors du second match, les Argentins abordent la troisième et dernière rencontre dos au mur, puisqu'après la victoire brésilienne 3-1 face à la Pologne, l'Argentine doit s'imposer par 4 buts d'écart face au Pérou, sous peine de terminer derrière la Seleção à la différence de but, et donc d'être éliminé de la compétition, d'être éliminé de sa compétition. Et même si la mission s'annonce complexe, le 21 juin 1978, l'équipe argentine illumine le stade de Rosario et s'impose 6-0 face au Pérou grâce à des doublés de Mario Kempes et de Léopoldo Luque qui font exploser le stade et le pays. Exceptionnelle, la performance, en plus de réjouir toute une nation, renforce surtout les soupçons et les craintes de corruption qui règnent pendant ce mondial. Car au-delà d'un arbitrage que beaucoup dénoncent comme pro-Argentine, notamment face au Pérou, la rencontre aurait fait l'objet d'un accord et d'un arrangement entre les dictatures militaires argentines et péruviennes, avec d'un côté des Péruviens qui, déjà éliminés, acceptent de laisser une large victoire à l'Argentine, contre quoi le régime de Videla et l'armée argentine acceptent d'assassiner eux-mêmes 13 opposants au régime péruvien au cours d'un vol de la mort. Si la manière fait défaut, toujours est-il que grâce à cette victoire, l'Argentine atteint, pour la première fois depuis 1930, la finale de la Coupe du Monde qui l'opposera aux Pays-Bas, des Pays-Bas orphelins d'un Johan Cruyff resté en Europe après des problèmes familiaux. Le 25 juin 1978 donc, l'Argentine et les Pays-Bas font leur entrée dans un Estadio Monumental surchauffé. L'ambiance est électrique et pour cause, les locaux sont peut-être à 90 minutes de remporter la première Coupe du Monde de leur histoire. Mais si les blancs et bleus sont surmotivés par les cris des 71 000 supporters présents, ce n'est absolument pas le cas des Néerlandais, qui sont alors largement déstabilisés par l'hostilité du public, mais aussi par l'hostilité des officiels, qui n'hésitent alors pas à les intimider, comme s'en est d'ailleurs plaint à la fin du match Ronnie Reisenbrink, attaquant des Orangerais, je le cite, « La sécurité était nulle, les supporters argentins étaient comme des fous, que se serait-il passé si nous avions gagné? Comment serions-nous rentrés à l'hôtel ?» Les Argentins avaient tout fait pour retarder le début de la finale dans le but d'exciter leurs supporters. Ils avaient même relevé, quelques minutes avant le coup d'envoi, l'illégalité d'un plâtre posé sur le poignet de René von der Kerkhoff. Si le contexte est très délétère, la première mi-temps n'en reste pas moins ouverte et plaisante, avec des actions des deux côtés. Et juste avant la mi-temps, c'est finalement les Argentins qui vont prendre le dessus et ouvrir le score par l'intermédiaire de leur attaquant star, Mario Kempes. L'Argentine n'est alors qu'à 50 minutes de son premier titre mondial. Dominateurs en seconde période, les Argentins, proches de doubler la mise, sont finalement surpris contre toute attente. À moins de 10 minutes du terme, les deux équipes iront donc en prolongation pour se départager. Mais tout simplement plus forte, l'Albiceleste reprend l'avantage à la 105e minute de jeu, puis s'envole vers le titre mondial à la 116e minute, après un but de Bertoni, le stade est en liesse. Score final 3-1, l'Argentine et sa dictature sont sur le toit du monde,
avec une victoire plein de punch qui renvoie aux autres pays une image de l'Argentine bien différente de ce qui s'y passe réellement, une image bien plus positive et bien plus conquérante. Devant un peuple argentin en liesse et uni derrière les performances de sa sélection, son leader incontesté et surtout incontestable, Jorge Videla, remet fièrement le trophée à ses joueurs, tandis que les Néerlandais, de leur côté, refusent de participer à la cérémonie de clôture. Ce soir-là, ce n'est pas l'Argentine qui a remporté la Coupe du Monde, mais c'est bien la dictature. Vous l'aurez donc compris, le Mondial 1978 restera à jamais comme l'une des Coupes du Monde les plus controversées de l'histoire. Et si l'équipe argentine faisait partie des favoris sur le papier, notamment grâce à son attaquant Campes, il n'en reste pas moins qu'à jamais, ce titre sera entaché par l'ombre de la dictature en place à l'époque et par son implication dans le sacre argentin, notamment en raison du flou qui règne après le match Pérou-Argentine et le 6-0. Et donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce reportage historique sur l'une des Coupes du Monde les plus marquantes de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est vraiment le principal. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, le plus tôt possible. Après, je vous avoue, mon calendrier est un peu chargé en ce moment, entre les cours, les projets perso, mais je vais essayer quand même de sortir des vidéos assez souvent. Bref les gars, en tout cas merci à vous, merci du soutien sur les dernières vidéos, ça fait vraiment chaud au cœur. On se retrouve très rapidement, c'était Val, peace.